Et ben voilà, c'est parti. C'est parti. C'est parti, Marjorie. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour un épisode. J'arrivais plus à parler, ça commence pas. 1, 2, 3. Bienvenue dans un nouvel épisode de Filles Expat où je reçois une invitée très spéciale aujourd'hui. Parce que sans elle, et sans les deux autres aussi qui l'accompagnent, il n'y aurait pas d'épisode de Filles Expat cet été, ça c'est clair et net, puisque Marjorie m'aide dans les coulisses du podcast. Et si vous nous suivez sur Instagram et que vous voyez tous ces beaux reels et ces belles vidéos, c'est elle qui me les crée. Donc voilà, je voulais faire cette petite introduction pour la remercier encore une fois pour son soutien. Parce que sans elle, il y aurait pas de Filles Expat en ce moment. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à lui dire merci, comme je le dis toujours, Spotify, Apple Podcast. Ça fait plaisir. Marjorie, comment tu vas? Je vais bien. Merci beaucoup pour l'intro. De rien, avec plaisir. Je suis ravie de travailler avec toi et d'aider sur ce projet. Surtout, ne dis pas à quel point c'est compliqué par moment avec moi et nos décalages horaires. Le décalage horaire, un petit peu. Mais sinon, il n'y a rien de difficile. Et encore, je trouve que des fois, c'est pratique parce que quand toi, tu te lèves, moi, je me couche. Donc, on a toujours cette fenêtre où on peut parler. En fait, on est toutes les deux dans nos lits, quasiment. C'est ça. Et donc, on a ce moment où on peut parler tranquille. Et toi, t'as la journée pour faire. Je rentre. T'as fait ce qu'il fallait faire. Je peux regarder. Au final, ça nous fait une meilleure amplitude de travail. On est très efficace. Clairement. Donc, Marjorie, moi, je te connais. Je connais pas mal de choses sur toi, mais je vais essayer de faire comme si je connaissais rien. On va repartir en arrière à ton enfance. Dans quel cadre familial tu as grandi? Dans quelle région? Et est-ce que tu voyageais beaucoup avec tes parents, etc., etc. Tu connais le podcast, donc tu sais qu'est-ce qu'il faut répondre. Donc moi, je suis originaire du sud de la France, à Saint-Mitre-les-Remparts, un petit village à 45 minutes de Marseille. J'ai grandi dans une famille... une petite famille, j'ai un seul frère, on était tous les 4 avec mes parents. On a pas mal voyagé, mais plutôt en France ou Espagne, Italie. Ma mère est phobique de l'avion, donc c'était exclu de voyager dans des pays trop loin parce que avec l'avion c'était très difficile. Et je suis partie avec mon père, on s'est fait un voyage père-fille en 2012 au Vietnam. C'était la première fois que on partait, mon père et moi, tous les deux, et aussi loin en plus de ça. Donc voilà, c'était vraiment une expérience incroyable. Ça m'a donné envie de voir beaucoup plus ensuite. Oui, d'ailleurs, parce que j'ai pas dit quel âge tu as et d'où tu nous parles en ce moment. Alors, j'ai 35 ans et je suis actuellement en Australie, à Sydney. Voilà, je voulais faire un commentaire. Toi, t'es partie. Alors, ta mère a peur de l'avion et toi, tu te casses à l'autre bout du monde. Sympa, la fille. C'est ça. Je me dis, si elle ne veut pas y aller, il faut que j'y aille pour elle. Ouais, clairement. Et d'ailleurs, j'ai même oublié la question signature du podcast, mais je fais n'importe quoi. Voilà pourquoi j'enregistre jamais en soirée. En soirée, je fais n'importe quoi. Du coup, je vais quand même la poser la question signature du podcast. D'ailleurs, je vais ouvrir ma petite fenêtre où est-ce qu'elle est écrite, parce que je serais capable de dire n'importe quoi. Mais quelle a été pour toi la différence culturelle la plus surprenante que tu as expérimentée au cours de ta vie? On n'est pas obligé de parler de maintenant, de l'Australie. Et comment as-tu fait pour t'y adapter? Alors, je vais parler un petit peu des États-Unis aussi, puisque tu le sais, j'ai vécu quasiment 5 ans aux États-Unis et je suis en Australie depuis septembre dernier. Donc c'est nouveau, mais étrangement, il y a quelques petites choses qui sont semblables entre l'Australie et les États-Unis. Ça va être une différence par rapport au travail, notamment, sur la mentalité au travail par rapport à la France, et que ce soit les États-Unis ou l'Australie. J'ai trouvé qu'il y avait une meilleure ouverture d'esprit, un meilleur accueil aussi. C'est des gens qui laissent l'opportunité. En France, très souvent, on nous demande beaucoup de choses, de l'expérience, tant de diplômes, etc. Eux, ils vont se dire, ok, t'es motivé, t'as envie, on va te donner ta chance, c'est à toi de faire tes preuves. On va moins demander de choses et c'est quelque chose qui est très appréciable autant aux États-Unis qu'en Australie. Clairement. Pour l'avoir expérimenté, je peux dire que je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est vrai que c'est un peu choquant au début. Ouais. Et ensuite, alors ça c'est vraiment sur le côté travail, mais sinon sur le côté respect, on va dire, et propreté. Sur l'Australie, je suis ébahie à quel point les gens sont courtois. Voilà, là par exemple, j'attendais le bus l'autre jour pour Sydney. Les gens font la queue, tout simplement. Et ils attendent. Et personne n'essaie de gruger personne. On rentre calmement dans le bus, on dit bonjour. C'est pas des sauvages. Mais non, mais je n'ai jamais vu ça sur une ville comme Sydney. Et la queue était longue. Donc voilà, il y a une espèce de respect dans les transports, dans les endroits. Enfin,
J'ai pas de personne au téléphone qui raconte sa vie, qui parle super fort et qui va ennuyer tout le monde dans les transports. Non, non, c'est assez calme. Les gens sont dans leur truc et puis vraiment beaucoup de respect. C'est du civisme, quoi. C'est du ouais. civisme, c'est de la vie en ouais, communauté. Oui. Mais oui, mais tu sais, en France, on a perdu un peu ce truc-là et je vais avouer que quand quand t'es en France, tu te rends plus compte du truc. T'es noyé dans la masse, donc tu fais comme tout le monde. Et quand tu pars à l'étranger et que tu vois comment ça se passe ailleurs, tu te dis mais dis donc, on est un peu sauvage. C'est clair. Donc voilà, c'est une autre différence qui m'a marqué en tout cas. Moi, j'ai dû rappeler mon papa à plusieurs reprises là, donc j'ai mes parents qui sont venus en visite. Et plusieurs fois, quand tu traverses la route, t'es censé utiliser le passage pour piétons, en fait. Tu peux pas traverser à côté ou plus loin ou 2 mètres plus loin. Oui. C'est juste interdit et tu peux avoir une amende, en fait. C'est ça. Non, mais c'est des choses bêtes. Mais tu vois, par exemple, dans les transports, il n'y a pas de contrôle. Donc les gens bipent leur carte et c'est très très rare qu'il y ait un contrôle. Mais par contre, s'il y a un contrôle et que les gens ne payent pas, alors là, par contre, l'amende est salée. Et souvent, j'entends des Français. Alors quand j'entends des Français, je fais comme si j'étais pas française. Je me mets à parler en anglais ou peu importe. Et en fait, ils étaient on n'est pas obligé de payer, il y a personne qui vérifie, nanana. Et en fait, non. Les Australiens ne se posent pas ce genre de questions. Ils payent, c'est tout. Voilà, il n'y a pas de. Non, non. On fait les choses comme elles sont censées être faites. On respecte ça, les règles de la société. C'est notre côté français, ça. C'est clair. Bon, bah, du coup, qu'est-ce qui t'a amené à quitter la France? Donc, t'es partie au Vietnam avec ton papa. T'en es revenu et t'en voulais un petit peu plus. Mm-hmm. Mais du coup, t'avais quel âge à ce moment-là? Je crois pas que tu alors, attends, 2012, faisons les comptes. J'avais 23 ans. 23, ouais. Et donc, t'étais encore à l'école, j'imagine? Non. Non, en fait, j'ai fait plein de trucs très différents. J'ai fait un BTS de tourisme. Faut savoir qu'à la base, ça a commencé par un BTS tourisme. J'avais très envie de voyager. J'ai toujours eu très envie de voyager. Et je me suis dit, pourquoi pas le tourisme? Et ça ne m'a pas trop plu. Donc, après, je suis partie sur une licence professionnelle en médiation culturelle parce que j'aimais l'art, j'aimais transmettre des choses. J'étais vraiment partie sur quelque chose de plus théorique. Mais j'ai toujours eu cette envie de voyager. Et quand je suis partie au Vietnam, ça a été vraiment une révélation. 1 an plus tard, j'étais en Thaïlande pour un autre voyage. Toute seule? Non, à l'époque avec mon ancien compagnon et on était partis tous les deux. Donc j'ai vraiment eu cet amour déjà de l'Asie un petit peu qui s'est réveillé. C'est quelque chose qui m'a énormément plu. J'ai adoré en fait le dépaysement dans ces pays-là. Tu ne comprends rien puisque ce n'est pas ta langue. Ils ne parlent ni français. L'anglais des fois c'est même difficile. Et j'ai juste adoré voir comment on arrive à communiquer avec ces personnes, la beauté des paysages, les rencontres, tout a été incroyable et voilà, ça m'a vraiment donné envie de plus. Après, j'ai pas mal voyagé en Europe parce que il n'y a pas besoin d'aller des fois très très loin, il y a des très beaux pays aussi très proches de la France. Donc voilà, j'avais envie aussi de découvrir un peu l'Europe. Et puis voilà, et j'ai eu une opportunité en 2018 Parce qu'à cette époque-là, tu voyageais, mais du coup, est-ce que tu avais un petit CDI? Est-ce que tu étais installée? C'était quoi Alors, à l'époque, j'étais en France. J'ai travaillé pendant 5 ans quasiment dans un EHPAD, vraiment hors sujet. Et ça a été une super expérience. À l'époque, moi, je m'occupais beaucoup de tout ce qui était management. Je faisais tout ce qui était en gros, je m'occupais des équipes qui font l'entretien des locaux plus la restauration, tout ce qui est contrat travail, formation, etc. Et j'ai eu l'opportunité de travailler avec un organisme français qui s'appelle l'AFPA et qui s'occupe de reconversion professionnelle. Et dans ce cadre, on avait énormément de stagiaires qui venaient travailler sur la structure où j'étais. Et j'ai adoré m'occuper des stagiaires, les recevoir. Et en fait, les stagiaires étaient ravis aussi. Donc j'ai eu de très bons retours auprès de l'AFPA qui m'a demandé ensuite de devenir jury d'examen pour eux, d'aider donc sur des petites choses, ce que j'ai fait avec plaisir. Et en fait du moins à l'AFPA où j'étais, il y a énormément de gens donc en reconversion professionnelle, mais on a aussi beaucoup de personnes de l'immigration, que ce soit Portugal, Espagne ou Afrique. Et pour ces personnes-là, il faut aussi les aider sur le français, sur comment rédiger un CV, une lettre de motivation, ces choses-là. Donc j'ai commencé à faire ça et j'ai eu un déclic. J'ai adoré cette expérience. Mmh. Donc c'est j'ai super tout. enrichissant, je trouve.
Ouais, puis c'était pas prévu parce que moi je me suis jamais vue comme prof et d'un coup je me suis dit, en fait j'aimerais faire de l'éducation. Mais je savais que l'éducation nationale ce n'était pas pour moi et que je ne voulais pas enseigner en France. Donc j'ai j'ai repris des études et j'ai passé un master FLE, donc français langue étrangère, comme Célia qu'on avait eu dans l'épisode sur la Malaisie et donc voilà, et ça m'a emmenée aux États-Unis. Donc, parce que j'imagine que quand même, toutes les personnes qui font FLE, leur rêve, c'est de partir. Mais c'est Oui. pas toujours Après, évident. on peut faire du FLE en France, hein, c'est complètement compatible, ça dépend de nos projets, mais c'est vrai que dans mon esprit, en tout cas, c'était plus pour travailler à l'étranger. Et toi, tu visais pas l'Asie à ce moment-là? Alors, à ce moment-là, je visais l'Asie. Pour être très honnête, j'avais très envie de partir de l'autre côté. Et en fait, c'est juste que le concours de circonstances, la vie, j'ai eu une opportunité plutôt du côté des États-Unis, donc j'ai pris l'opportunité. Célia, t'avais piqué ta place en Malaisie, c'est trop tard. Écoute, peut-être que c'était juste pas le bon moment, et en même temps, je suis ravie d'avoir commencé par les États-Unis, pour être honnête, parce que déjà l'anglais, ça a facilité énormément de choses. C'est vrai que si j'étais partie en Asie, peut-être que ça aurait été plus complexe de s'intégrer au départ, alors que là, sur les États-Unis, voilà, c'était déjà plus simple. Et puis j'ai eu la chance de tomber dans une école qui était géniale. Donc c'est un programme d'immersion en français. Donc les élèves ont une demi-journée de cours en français et une demi-journée de cours en anglais. Et donc voilà, ça commence dès la maternelle. Ils ont un éveil en français et dès le CP, c'est demi-journée. Et ils apprennent à une vitesse folle à cet âge-là. Donc ils finissent l'école primaire, ils sont quasiment bilingues. C'est drôle parce que si tu m'avais parlé de ça en me disant que t'étais venue au Canada, j'aurais compris. Mais ça m'aurait paru totalement normal parce que j'entends souvent parler des Canadiens me dire qu'ils étaient en immersion française. Mais alors aux États-Unis, ça me surprend quand même. En plus, je sais dans quel état tu es d'ailleurs, mais avant d'en arriver à là, est-ce que tu te souviens quand t'as eu cette proposition justement, quelle a été ta réaction à toi et à ton entourage? Alors, pour le coup, c'était assez rigolo parce que quand je suis partie aux États-Unis, tout le monde était étonné parce que j'ai toujours voulu partir et en même temps, je pense que j'osais vraiment pas me lancer dans le sens où je suis quand même assez proche de ma famille, de mes amis. C'était quelque chose quoi de partir. Vraiment, c'était un déchirement aussi. Donc c'était voilà. Et à côté de ça, tout le monde savait que j'étais un peu un lion en cage. C'est un peu ce qu'on m'a toujours dit, que ce soit dans mon travail ou dans la vie. En France, je changeais de travail régulièrement. Dès que je commençais à m'ennuyer dans quelque chose, que j'avais l'impression de ne plus apprendre et qu'il n'y avait pas de possibilité d'évolution, je cherchais pour partir. Et des fois, c'était un peu mal vu parce qu'en France, ils aiment bien la stabilité et tout ça. Moi, c'était pas du tout mon truc. Dès que je commençais à m'ennuyer, il fallait absolument que je bouge. Et quand j'ai décidé de partir aux États-Unis, il y a beaucoup de personnes finalement qui n'ont pas été très étonnées dans le sens où elles m'ont dit ça va avec ta personnalité et on se doutait qu'à terme tu allais faire plus que ça quoi. Est-ce que t'étais seule à l'époque ou t'étais encore en couple? Non, j'étais en couple et mon ex-compagnon avait l'opportunité de partir aux États-Unis. C'est aussi pour ça que ça a été un choix les États-Unis parce que lui a eu une proposition pour faire un doctorat là-bas. Donc lui était étudiant et moi je travaillais. Parfait. Mais du coup vous alliez dans le même état? Ouais. Du coup oui, on a cherché pour faire vous avez cherché quand même. Ouais. OK. Ouais. En fait, lui a eu sa proposition avant moi, donc ça a été aussi un peu le déclencheur. Je l'ai rejoint là-bas. OK. Donc, parle-nous de cette ville, justement, de cet état. Alors, alors l'Utah, écoute, l'Utah, moi, je ne connaissais quasiment rien. Donc, la ville principale, c'est Salt Lake City. Tout ce que je connaissais de cette ville, c'était les JO qui avaient eu lieu là-bas. Je suis pas très branchée religion, donc tout le monde m'a dit, mais si, c'est la ville des Mormons. Et moi, je suis là, genre, mais qui sont les Mormons? Je ne connaissais strictement rien sur le sujet. Et ça a été une superbe découverte. J'ai découvert des gens très accueillants, très humains. Des paysages à couper le souffle entre des montagnes, des lacs, des canyons, des déserts. Tous les paysages sont là. C'était très dépaysant et ça a été une expérience fabuleuse. Donc vraiment aucun regret. Si les gens qui écoutent veulent partir visiter les États-Unis, je recommande 100% de passer par l'Utah, qui a 5 parcs nationaux qui sont plus beaux les uns que les autres. D'ailleurs, t'as le fameux monument de Vallée qui fait partie de l'Utah. Alors oui, lui, il est un peu entre les deux en fait. Il est entre l'Arizona et l'Utah. Il est vraiment sur la frontière. C'est un peu. Ouais. Mais en fait, c'est pas vraiment Monument Valley sur le panneau. C'est Delicate Arch qui est dans Arches National Park. Mais oui, en fait, c'était assez intéressant parce que c'est vraiment sur une frontière. Donc, il y a une partie du parc qui est en Utah et l'autre partie en Arizona. C'est un peu
Ouais. Et du coup, est-ce que t'as aussi Yellowstone qui fait partie ou pas? Non, Yellowstone, alors pareil, Yellowstone, il est entre deux. Yellowstone, il est entre le Ouais, vers Wyoming et le Montana. Montana. Ouais. Mm. Ouais. C'est assez rigolo Bon, des ça fois parce qu'il n'empêche y a que un l'Utah est quand décalage même horaire. très beau. Donc Ouais. tu restes dans le parc, tu vas faire une rando et t'as 1 heure de différence. C'est des trucs un peu bizarres, mais c'est rigolo. Ouais, ça c'est le truc surprenant aussi quand t'arrives aux États-Unis, qu'un même pays n'a pas les mêmes horaires au début, ça surprend, Oui. je trouve. Et alors, l'Australie où je suis actuellement, c'est encore mieux parce que eux fonctionnent par demi-heure. Je ne savais même pas que c'était possible. Je connaissais les décalages d'1 heure, mais alors une demi-heure, j'avais pas encore eu le truc. Donc ici, c'est par demi-heure. Bah, je pense que ça paraît un peu plus logique parce que je me souviens que j'étais à la frontière de l'Indiana et Michigan, il y avait 1 heure de décalage horaire, mais tu te dis, punaise, 1 heure, ça fait beaucoup quand même. Enfin, des fois, il y a qu'une rue qui te sépare. 1 heure de décalage, ça fait beaucoup. Ouais. Non, non, ici, il y a aussi les demi-heures. J'ai découvert ça. Ok. Et donc, du coup, quand t'es arrivé, est-ce que t'étais installé à Salt Lake City ou t'étais dans une petite ville en dehors de cette Non, non, ville? j'étais directement en ville. L'école où j'ai trouvé du travail ensuite était juste en dehors de la ville, mais vraiment pas loin, peut-être 15-20 minutes en voiture. Et c'était très pratique. Puis moi, j'aime bien la ville. J'ai besoin de bouger, donc je voulais pas être isolée. Surtout qu'au départ, j'avais pas de voiture, donc c'était vraiment pratique d'avoir tout à côté. Mhm. Et donc, est-ce que tu te souviens que ton intégration avait été assez simple? Alors dans l'ensemble, j'ai eu de la chance parce que j'étais dans un immeuble et je rigolais parce que je l'appelais un peu l'auberge espagnole à l'époque, dans le sens où j'avais une voisine iranienne, un voisin qui était mexicain, il y avait des Norvégiens, et, enfin c'était très Ah. voilà, très international et il y avait cette espèce d'accueil et de gentillesse entre voisins qui s'est immédiatement mise en place. Et donc ça a été super parce que déjà, voilà, t'as le voisinage avec toi, ça permet aussi de rencontrer d'autres personnes. Et puis après, par le travail, c'est assez rapide de se faire de l'entourage et voilà. Mais c'est vrai que ça a été une chance de tomber dans cet immeuble où tout le monde était super sympa et voulait aider les autres. Donc Bah oui, entre immigrants, on se comprend. exactement, exactement. On n'a pas de famille, donc voilà, nouvelle famille. Et à Oui. l'école, ton premier hymne national de bon matin. Oh, Est-ce que mais tu alors t'en souviens? ça j'étais pas prête. Oui, alors, l'école où je travaillais, la première année, c'était tous les lundis matins. Et ensuite, ils ont changé et ils voulaient le faire tous les jours. Donc c'était voilà, puis c'est vrai, enfin, c'est vraiment formel quoi. Les enfants se lèvent, la main sur le cœur, enfin c'est vraiment voilà, c'est très Ils sont super très chouettes. traditionnel. Ils le connaissent sur le bout des doigts, bien sûr. C'est vraiment voilà un moment qu'ils respectent beaucoup. Devant chaque école, il y a le drapeau américain. Dans la classe, il y a un drapeau américain. Alors dans la mienne, il y a un drapeau français et américain. Mais voilà, c'est vrai que c'est quelque chose que nous on n'a pas l'habitude en France. Enfin, c'était assez Mhm. différent de voir ça et en même temps, je trouvais ça très beau et de voir à quel point ils sont fiers de leur pays, fiers de leur culture. Voilà. Donc c'est Et aussi puis quelque chose d'assez. on leur apprend qu'il faut être fier, ça c'est, je pense que c'est important Ouais, aussi. ouais. Puis voilà, juste voilà, d'être citoyen, de faire partie d'un pays, ça veut dire aussi comprendre certaines choses, certaines valeurs. Et je trouve ça Mhm. assez beau finalement de faire ça. Moi, je sais, enfin, du coup, j'avais une collègue prof aux États-Unis, c'est pour ça que je suis au courant tu vois, elle m'avait emmenée dans l'école, j'avais un peu expérimenté tout ça et ça m'avait vraiment surprise. Mais après, en y réfléchissant, je me disais, mais c'est trop chouette en fait. Et c'est peut-être de ça des fois qu'on manque nous dans notre Mm. éducation, de nous avoir peut-être faire aimer un petit peu plus notre pays au point de le respecter et de respecter les autres. Mais bon, on va pas faire que cracher sur les Français et sur la France. Non, On non, aime surtout quand qu'en fait, même. on crache pas sur les Français, mais c'est vrai que, Non. comme tu disais, je trouve qu'on nous apprend beaucoup l'histoire de France, qui est très importante, bien sûr, faut comprendre notre histoire, et ça, c'est primordial. C'est quelque chose que les États-Unis ne font pas très bien, d'ailleurs. Eux, les cours d'histoire, voilà, on n'en parlera pas. Mais par contre, en France, on avait, je me rappelle, l'éducation civique au collège, et je trouve ça très dommage qu'on ait ce cours-là qu'au collège. C'est quelque chose qui devrait être peut-être plus généralisé, parce que finalement, c'est les bases du respect, les bases de la compréhension d'autrui, et c'est quelque chose dont on a besoin tout au long de notre vie. Donc, faire de l'histoire, mais de l'éducation civique, ce serait peut-être pas mal. Tu vois, je vais peut-être passer pour une grosse débile, mais en même temps, j'ai vraiment aucune mémoire. C'est que je me souviens même pas ce qu'on nous a appris pendant ces cours-là. Je me souviens même pas. C'était vraiment plus au niveau des valeurs. Qu'est-ce que c'est l'égalité, la fraternité. Ouais. Il y avait, mais en fait, je sais même plus. Je crois qu'on avait ça peut-être même pas tout le collège, peut-être qu'en 4e ou 3e. Enfin, c'était vraiment, alors que je pense qu'il y avait plus de choses à développer et c'est une manière aussi de peut-être développer l'amour
enfin l'amour, du moins, de son pays, en tout cas comprendre un petit peu mieux ce qu'il en est. Donc ouais, clair. c'est quelque chose que nous Moi, on j'ai fait tellement pas été trop. traumatisée par la quantité de mes cours d'allemand que du coup, j'ai oublié tout le reste. Enfin bref. Et donc du coup, donc t'es resté 5 ans dans l'Utah. Oui. Donc j'imagine qu'au bout d'un moment, t'as commencé un peu à t'ennuyer, à tourner en rond, ça devenait un peu trop pareil. Oui, non, franchement, j'ai adoré mon boulot. Et en même temps, j'avais cette envie de voyager toujours. Et je me disais, bon, bah, c'est cool, je suis aux États-Unis, je fais un truc que j'adore. Ils voulaient me garder. Donc, et s'ils me gardaient, ça, on partait sur un process de carte verte. Donc, et je sais pas pourquoi, tout le monde rêve de cette carte verte et j'en ai rêvé aussi pendant quelques temps. Et en fait, je me suis sentie d'un coup très prisonnière de ça, dans le sens où je me suis dit, si je commence à rentrer dans ce process, c'est fini. Je ferai plus rien d'autre à côté. Et j'étais encore jeune. Je me suis dit, j'ai envie de voir encore le monde et de voyager. Donc, même si j'avais une proposition qui était super, voilà, intéressante, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais qu'il faut faire des choix et j'ai décidé de voyager. Donc, j'ai regardé ce qui était possible. Et donc, en France, on a les permis vacances-travail, le fameux PVT, qui a été étendu jusqu'à 35 ans pour les Français, pour le Canada, l'Australie et l'Argentine. Donc, je me suis dit, pourquoi pas profiter d'un de ces pays. Le Canada, je vais pas mentir, ça a l'air magnifique, mais vu que j'étais aux États-Unis, c'était voilà, trop proche. J'avais envie de voir autre chose. Puis surtout, après avoir eu beaucoup de neige, j'avais très envie de soleil. Donc, ça s'est joué entre l'Australie et l'Argentine. Et au final, ça a été l'Australie. Est-ce qu'il y a une raison particulière qui t'a fait pousser à aller vers l'Australie? Alors, bah, déjà, l'anglais, pour être honnête, c'était une facilité. Et aussi sur le fait que j'ai cherché du travail, en fait, avant même de partir. Je sais que c'est pas très PVT, puisque tous les gens viennent et puis, voilà, vivent leur truc. Moi, j'avais déjà commencé depuis les États-Unis à chercher du travail. Et j'avais trouvé, en fait, du travail en Alliance française en Australie. Donc, j'avais trouvé 2. Adélaïde, la ville où je suis arrivée en septembre, et Sydney, là où je travaille actuellement. Ok. Bah écoute, non, moi je trouve que c'est... Enfin, tu sais, des fois, quand t'arrives en PVT, parce que t'as quand même pas mal de choses à faire en arrivant, et ça coûte cher l'Australie, donc peut-être que d'avoir un taf quand t'arrives, c'est juste C'est ça. Ça me rassurait beaucoup, parce qu'ici, il faut savoir que les loyers sont payés à la semaine. Donc, il faut quand même avoir une rentrée d'argent régulière. Il y a beaucoup de frais voilà, au départ aussi. Donc, voilà, pour moi, c'était rassurant d'avoir quelque chose dès le départ et de me dire, je suis pas complètement perdue. Ça va aussi m'aider à rencontrer des gens, à m'intégrer. Donc, j'avais un petit peu peur d'arriver et de pas trop savoir où aller, comment chercher. Donc là, c'était parfait. Et ton compagnon dans tout ça? Eh ben, lui, lui, c'était un peu compliqué parce que pour l'info, enfin, c'est pas le même compagnon aux États-Unis et ici. Donc, mon ex-compagnon est resté aux États-Unis et poursuit son parcours et voilà, et c'est très bien. Je suis ravie pour lui. Il a réussi ce qu'il avait fait, parce qu'il a son doctorat, donc voilà. Et puis, entre-temps, j'ai rencontré quelqu'un d'autre et cette personne m'a suivi en Australie. Il est français aussi, du coup? Oui. Faut que j'arrête de dire du coup. Ok. Donc ça, c'était... c'est quelle année? C'était en septembre 2020. Oui, on enregistre, on est en été 2024. Oui, je suis en Australie depuis début septembre. Ok, donc t'as fini ton année scolaire peut-être l'année dernière aux États-Unis, c'est ça? L'année scolaire aux États-Unis finit au mois de mai, fin mai. Donc après, j'avais pris le mois de juin parce que ça faisait quand même 5 ans que j'étais aux États-Unis, donc il a fallu tout vendre, tout vider, les appartements, vendre la voiture, etc., tout ce qui est démarches administratives. Je suis rentrée en France juillet et août pour profiter de ma famille avant de repartir encore plus loin. Ouais, parce que tu rentrais quand même régulièrement quand tu étais aux États-Unis ou pas? Alors, oui, mais comme tout le monde, Covid. Donc oui. voilà, il y a eu une période de 2 ans et demi où je n'ai pas pu rentrer en France parce que les frontières étaient fermées, puis elles réouvraient, puis elles refermaient. C'était un peu difficile. Et puis entre-temps, moi, j'avais mon visa qui expirait, puisque c'est des visas temporaires. Et en fait, il fallait avoir un nouveau rendez-vous à l'ambassade pour renouveler le visa. Et à cause du Covid, les ambassades étaient fermées. Donc ça a été aussi très compliqué. Et certaines personnes ont pris le risque d'aller dans d'autres ambassades, d'autres pays pour faire des renouvellements de visa.
Moi, je n'ai pas pris le risque de le faire parce que les avocats de notre école, en tout cas, nous l'ont fortement déconseillé, dans le sens où s'il y a quoi que ce soit, ensuite on ne peut plus re-rentrer dans le pays. On a été bloqué. Donc j'avais assez peur, je suis assez guignarde en temps normal, donc j'avais pas envie de tenter le diable. Je me suis dit, je préfère faire les choses comme il faut et attendre d'avoir un rendez-vous à Paris, à l'ambassade, et de pouvoir faire les choses en règle. Surtout s'il n'y a pas d'urgence à rentrer, enfin, tu vois, si personne n'a un problème de santé ou quoi que ce soit. Oui. Bah après, c'est vrai que pour la famille, c'est très long. Pour moi aussi, mine de rien. C'est vrai que voilà, partir, c'est un choix. Et ça, c'était le mien. Ne pas rentrer, ce n'était pas un choix. Donc là, c'est vrai que c'était plus difficile parce que, surtout en étant prof et en ayant des longues vacances, j'ai ce luxe de pouvoir voyager et rentrer chez moi. Donc voilà, c'est vrai que là, d'être privé de ça pendant 2 ans et demi, ça a été un peu plus difficile. Clairement. Et donc là, l'Australie, donc t'es arrivée, je connais pas du tout moi l'Australie, j'ai jamais mis les pieds. Alors, je suis arrivée à Adélaïde. C'est immense. Adélaïde. Adélaïde, c'est tout au sud de l'Australie. C'est dans le South Australia. C'est une ville qui est considérée comme une ville moyenne ici, mais qui est la grande ville de l'État. Et c'est une ville qui est super agréable. Toutes les villes sont sur la côte ici. Faut savoir que toutes les grandes villes sont sur la côte. Après, au centre de l'Australie, il n'y a rien. C'est du désert. Clairement, c'est de la nature. Mais vraiment, Adélaïde, pour commencer, ça a été super. Il y a toutes les commodités. Les gens sont super cool. Voilà, c'est une mentalité. C'est très rigolo parce que il y a le côté british forcément. Et en même temps, il y a ce côté un peu plus américain. C'est un entre-deux entre l'Europe et l'Amérique, en fait. L'Australie, et c'est très agréable. Donc, c'était très bien de commencer par Adélaïde. Je suis restée 4 mois là-bas, sur l'Alliance française, où j'ai enseigné. Et puis, parce que j'ai un PVT, je voulais pouvoir le renouveler une année suivante. Donc, pour ceux qui ne savent pas, il faut faire 88 jours dans des endroits, des zones un peu isolées, en fait, où personne ne veut aller travailler, en gros. Et donc, je suis partie sur une petite île qui est dans le South Australia, qui s'appelle Kangaroo Island. Et c'était fabuleux. C'est une petite île paradisiaque. Et je suis restée là-bas. J'ai travaillé dans une ferme où j'ai cueilli des figues, ramassé des olives. Enfin, c'était vraiment à la paysanne, mais vraiment dans le bon, enfin quand je dis le bon sens du terme, il n'y a pas de mauvais sens du terme, mais pour moi c'était une découverte absolue. Je n'avais jamais fait ça de ma vie, donc je me suis retrouvée dans des champs. J'étais un peu perdue, j'ai appris à conduire des tracteurs. C'était génial, c'était une aventure. Enfin, attention, voilà, j'ai toujours su qu'être agriculteur c'était un métier difficile. Oui, non, mais c'est ça. Être agriculteur, c'est un métier difficile, on le sait, mais de le vivre, pour moi, c'était incroyable. Et puis voilà, j'arrivais de la ville, d'un coup, je me suis retrouvée habillée vraiment en mode, voilà, on va travailler dans les champs, quoi. Donc l'espèce de chapeau bob pour protéger du soleil, la crème solaire énormément tous les jours parce que le soleil est très très fort. Voilà, là en fin de journée, j'avais la tête pleine de terre. Je prenais ma douche, l'eau elle coulait, elle était noire. Enfin c'était vraiment, mais c'était un contraste énorme entre enseigner en ville et d'un coup se retrouver sur une petite île loin de tout dans des champs, quoi. Donc voilà, j'ai fait ça pendant 88 jours pour pouvoir renouveler mon visa. Et puis ça a été une expérience incroyable. Vraiment, j'ai adoré cette île. Ça a été des découvertes, des rencontres, enfin vraiment une expérience dingue. Ouais, moi j'ai eu la chance de te suivre sur Instagram à ce moment-là et tes stories, elles étaient vraiment incroyables. Et d'ailleurs, on va parler de quelques anecdotes bientôt, mais avant d'en arriver à vos petites anecdotes, donc ensuite t'as fait tes 88 jours. Est-ce que là tu t'es dit bon, c'est sympa, mais je commence à en avoir marre d'avoir la terre sous les ongles, j'ai envie de passer à autre chose? Oui. Alors, franchement, c'était assez rigolo parce que c'est une petite île, donc à part de la nature, il n'y a rien. La sortie du week-end, c'est pour aller faire les courses, quoi. Vraiment, c'est un peu ça. Il y a pas de cinéma. Qui déteste ça, laisse tomber. Très peu de restaurants. Ah oui, non, mais vraiment. Quand je dis isolé, c'est très isolé. Par contre, d'un point de vue nature, c'est magnifique. C'est vraiment incroyable. Ouais. Mais 88 jours, quand même, ça fait, attends que je dise pas 2, 4, 6, 8, ça fait plus de
4 mois du coup. Oui, au final 4 mois, parce que quand je suis arrivée sur l'île, déjà j'ai pris le temps, tout simplement pour moi. Ça faisait 4 mois que je travaillais sur Adélaïde. J'avais envie de prendre du temps, surtout que, un peu comme toi, mais je voyage en van. Donc j'avais aussi envie d'explorer l'île, de profiter du van. Et donc j'ai pris mon temps et ensuite j'ai trouvé ce travail donc dans les figues et les olives. Et là je suis restée 88 jours sur place, de découvrir un nouveau métier, de travailler dans la nature. Ce n'est clairement pas pour moi, mais c'est vrai que voilà, je suis plus faite pour l'enseignement. Je voulais juste te poser comme question par rapport à l'île, quand on parle d'une île, l'île Kangourou en plus, en termes de superficie, ça représente quoi à peu près en termes de taille? J'ai du mal à m'imaginer. Alors, je ne pourrais pas te dire en superficie, je sais pas exactement, mais c'est une petite île et en même temps c'est la deuxième plus grande île d'Australie apparemment. Après la Tasmanie. Si tu veux faire le tour avec ton van, ça te prendrait combien de temps à peu près? On va dire, allez. On va dire en longueur, certainement 3-4 heures. Ok. Et largeur, un petit peu moins, peut-être 2 heures. Parce que d'ailleurs, bah, écoute, on va en venir à mes petites anecdotes là, si tu veux bien, avant qu'on va parler du passé, parce que je sais que tu as eu aussi une expérience intéressante entre le travail à la ferme et puis là, maintenant, Sydney. J'ai posé donc du coup à la communauté Filles Expat sur Instagram en story, si je vous dis Australie, quels sont les 3 mots qui vous viennent en tête là tout de suite comme ça? Et donc du coup j'ai fait le petit résumé de ces 3 mots qui sont le plus ressortis. Et puis je te propose à me donner peut-être une petite anecdote par rapport à ces mots-là, juste pour voir si effectivement si c'est ce qui vient en tête aux gens. Est-ce que t'as effectivement une petite story à nous faire? Donc bien, sans grande surprise, le numéro 1, kangourou. On vient d'en parler. En plus, l'île Kangourou. Voilà. Ah oui, non mais alors là j'aurais pas pu faire plus cliché. Quand j'ai dit aux gens que je partais sur Kangaroo Island, je me suis dit, mais ils vont se dire, mais elle se fout de nous. Et en fait, non, c'est le nom de l'île. C'est trop faux. Ouais, c'est génial. Il y en a absolument partout. Alors que ce soit des kangourous ou des wallabies, donc c'est des petits kangourous en gros. Il y a différentes familles. Ils sont absolument partout, même en ville parfois. C'est surprenant. Alors très peu, pas des gros groupes en tout cas, mais il y en a quand même quelques-uns. Mais alors, par contre, sur l'île, énormément. C'est-à-dire que moi, j'adore courir. Je partais courir. J'en voyais sérieusement en 1 heure entre 100 et 200 facile. Waouh, c'est énorme. Mais est-ce qu'ils ont peur de l'être humain? Est-ce qu'ils s'éloignent de toi ou est-ce qu'ils s'approchent? Dans l'ensemble, ils sont assez peureux. Ils se méfient. C'est assez rigolo parce qu'au moindre bruit, d'un coup, ils se dressent comme ça, puis ils bloquent du regard. Et voilà, on est dans le champ de vision, ils savent très bien qu'on est là. Certains, s'ils sont en train de manger, alors eux sont pas plus déstabilisés que ça. Les autres, en général, s'enfuient. Quand je dis entre 100 et 200, ils sont pas toujours à côté de moi. Et ça peut être dans des champs ou sur les collines, mais il y en a énormément. Ouais, donc c'est pas un cliché, quoi. Alors non, moi, mais en courant, j'avais un petit peu peur parce que justement, j'avais peur de leur faire peur également. Donc je m'étais dit, espérons qu'il n'y en ait pas un qui vienne vers moi à un moment donné, parce que je ne saurais pas vraiment comment réagir. Peut-être juste m'arrêter et me figer parce que qu'ils ne pensent pas que je suis une menace. Mais sincèrement, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique de voir tous ces kangourous autour de nous et c'est canon, quoi. Moi, j'ai récemment, alors attends, j'ai appris un truc récemment et j'ai envie de le partager au cas où il y en a qui envisagent d'un jour aller en Australie. Est-ce que tu connais le livre Voyage de Clémentine Baudet? J'espère que je prononce bien. Absolument pas. Et de Caroline Laloux. Alors en fait, c'est un livre qui s'appelle Voyage. Je l'avais vu passer sur Instagram et ça m'intriguait. Du coup, là, j'ai ma maman qui me l'a ramené de France. Et en fait, c'est faire un tour du monde. C'est toi le propre héros de ton tour du monde. Et c'est dur à expliquer, il faut vraiment le lire pour comprendre. Mais en fait, t'as plein de chapitres. Tu choisis avec quel sac à dos tu pars. En fonction de... ensuite, tu fais des choix tout au long du livre. Tu dis, bah non, là, je prends un billet d'avion pour tel pays, etc. Bref, moi, un des premiers pays que j'ai choisi, c'était l'Australie. Et à un moment donné, j'ai dû faire un choix. Donc j'espère qu'elles m'en voudront pas que je spoil un peu le livre, mais il y a tellement de choses que c'est vraiment un centième peut-être du livre. Et à un moment donné, je dois choisir est-ce que j'arrive en retard à un concert ou pas. Bref, je choisis de rouler ma voiture la nuit pour arriver à l'heure. Et pouf, je rentre dans un kangourou. Et là,
ma voiture de location n'était pas assurée pour les kangourous. Et donc, du coup, j'ai dépensé tout mon argent dans la réparation et j'ai dû rentrer parce que mon tour du monde était fini, j'avais plus de sous. Ouais, Donc, je sais alors pas si c'est toi, très t'en as parlé rigolo. un peu de ça, ouais. Oui, alors ici, on a donc pour tout ce qui est transport, que ce soit voiture ou van, bien sûr, des assurances comme en France. Jusqu'à là, ça c'est normal. On a aussi une registration qui se fait par État, mais il vaut mieux être couvert à 100%, notamment à cause des animaux. Et rouler de nuit, c'est un sport ici. C'est vraiment très difficile. Moi, je me suis fait avoir. La première fois, je suis allée voir un parc national magnifique. Je voulais absolument voir le coucher de soleil dans le parc. Et je me suis dit, après, on fera la route, ça ira. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on a certainement roulé à 40 km/h sur le chemin de retour. Parce que des animaux partout. La nuit, ils sortent et donc ils sont tous sur la route. Alors quand je dis tous, c'est les kangourous, c'est les wallabies, ça va être des possums, ça va être des serpents, ça peut être plein de choses. Il y a vraiment beaucoup d'animaux et en gros, ça devient du slalom. Et c'est très difficile parce que en fait, les repères des animaux sont souvent inversés entre les lumières et le son. Donc, ils vont traverser la route. On se dit bon c'est bon, ils sont passés. Et en fait, ils ont une tendance à vouloir revenir du côté de la route. Ici, si tu viens en Australie un jour, tu verras beaucoup de voitures et notamment le van, nous aussi. On a une espèce de barre de protection à l'avant. Et c'est justement pour atténuer les chocs en cas de choc avec un animal, justement. Ouais, vaut mieux éviter peut-être de rouler la nuit. En ville, ça va. En ville, ça ne craint pas oui. grand-chose. Mais c'est vrai que quand on est vraiment côté nature, rouler le soir, vraiment, il faut rouler doucement, il faut être très prudent, faut avoir de bons réflexes, quoi. Faut pas prendre ça à la légère, selon où on est. C'est clair. Deuxième mot qui est ressorti pour l'Australie, c'est grands espaces et j'ai inclus le mot immense aussi qui est ressorti plusieurs fois. Je crois que ça fait la taille de l'Europe de toute façon, l'Australie, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est immense. Alors c'est vrai que j'arrive des États-Unis. Déjà, pour moi, les États-Unis, c'était un grand pays. L'Australie, c'est différent dans le sens où, en fait, c'est immense, à peu près pareil, mais il y a beaucoup moins d'États. Dans les États-Unis, il y a des petits États. Donc, c'est facile de voir les choses. Là, j'ai regardé un petit peu, justement, par de superficie tout à l'heure. La superficie du South Australia, là où j'étais, donc à Adélaïde et Kangaroo Island, etc., c'est 983 1482 km². Et la France, on est à 551 695. Donc, rien que le South Australia fait quasiment 2 fois la France, pour donner un ordre d'idée. Et l'Australie, en elle-même, on est à 7 688 000 quelque chose km². Donc, c'est immense. Donc, grands espaces, oui. Et en même temps, comme je disais, toutes les villes sont sur la côte. Au centre, c'est vraiment de la nature, des parcs nationaux. C'est d'aller d'un point A à un point B ici, ça prend énormément de temps. C'est l'avantage aussi d'avoir un van, c'est que ça permet de s'arrêter comme on veut et de pouvoir visiter tous ces endroits qui sont magnifiques. Mais ça prend du temps. Voilà, c'est l'avantage aussi du permis vacances-travail, c'est que ça permet de se libérer des périodes de temps. Là, entre l'île Kangaroo Island et Sydney où je suis actuellement, j'ai eu 1 mois et demi de road trip et c'était fabuleux. Mais en 1 mois et demi, j'ai eu l'impression de faire énormément de choses et en même temps, l'autre jour, je regardais sur la carte du pays et en fait, j'ai l'impression d'avoir rien vu parce que c'est vraiment une toute petite zone et en fait, c'est déjà immense. Donc voilà, c'est vrai que ça a été 1 mois et demi super chargé, mais tout est à voir et tout est à faire encore. Donc, un PVT de 10 ans, tu sais, si tu veux. C'est énorme, mais sur un pays comme celui-là, oui. Alors, j'ai la chance d'avoir pu renouveler mon visa. Donc, j'aurai une 2e année en Australie l'année prochaine. Donc, je vais essayer de continuer mon petit tour et de visiter le reste. Mais ça prend énormément de temps. Et puis, Marjorie, je vais pas te frapper sur les doigts, je peux pas parce que t'es trop loin. On n'a pas de chance. T'as bossé tes 88 jours pour pouvoir renouveler ton visa. C'est pas de la chance. Non, c'est vrai. Mais en fait, je dis de la chance. C'est pas de la chance. C'est vrai que c'est en plus un mot que j'aime pas quand les gens me disent toujours, t'as de la chance, t'as de la chance. Non, je me donne les moyens d'eux. Mais je dis chance aussi dans le sens où cette année, enfin en tout cas, l'Australie a donné énormément de visas l'année dernière et les années d'avant suite au Covid justement, puisqu'ils avaient besoin de renouveler un petit peu et d'avoir des gens qui reviennent sur le territoire. Et ils en ont même trop donné. Donc, ce qui s'est passé l'année dernière,
c'est que beaucoup de gens ont vu les visas attribués et ensuite se les ont vus refuser à nouveau. Donc, que ce soit des visas étudiants ou des visas PVT. Donc, il y a aussi ça. C'est qu'il y a une crise du logement en Australie, justement parce que, malgré que le pays soit immense, tout est réuni au même endroit. Et tout le monde va dans les villes. Donc, il y a aussi cette crise du logement qui fait qu'aujourd'hui, il y a plus de personnes que de logements par endroit. Okay. Et ça devient compliqué. Donc, l'Australie s'est rendu compte de ça et s'est dit, c'est en fait, accueillir les gens, oui, mais c'est pas accueillir les gens pour les laisser dehors, en fait. Donc là, ils se sont rendus compte qu'ils avaient un petit peu trop été tolérants et accueillants, on va dire ça comme ça. Et on a au le même final, souci au Canada, t'inquiète. Au final, ils sont revenus sur leur position et ils ont dû annuler pas mal de visas. Donc c'est vrai que j'avais un petit peu peur par rapport à ça, que mon visa ne soit pas renouvelé. Donc j'avais cette petite incertitude à cause de ce paramètre-là. Et au final, je dis je suis chanceuse parce que de mon côté, tout se passe bien. Ok, super. Ça, c'est fait. Tu as une bonne étoile. Bon, troisième mot qui est le plus ressorti. Koala. Koala, bah oui, forcément. Quand on pense à l'Australie, on pense kangourou et koala. Ce sont des animaux magnifiques. Et c'est assez incroyable parce que ils sont finalement partout, autant en ville que dans la nature. Et souvent, les gens ne les voient pas en ville parce qu'ils vont dans des parcs et ils se mettent en haut des arbres. Ils sont vraiment tout en haut. Et c'est un animal. Moi, quand je cours, j'adore regarder. Un jour, je vais tomber. C'est déjà arrivé plusieurs fois, mais parce que je suis toujours en train de regarder en l'air si je peux voir des koalas. Et j'en vois énormément. Mais en fait, c'est vraiment la chose, je pense, que je préfère le plus en Australie, c'est la wildlife, voilà, tout ce qui est la faune est incroyable ici. Et les koalas, c'est vraiment un moment particulier de les voir. J'ai eu la chance de voir de très près une maman et son bébé. C'était incroyable. Et puis aussi, ouais, vraiment, c'était magnifique. Et je suis à 1 mètre d'eux. De toute façon, tu vas nous faire un beau Reels vidéo c'est toi qui vas s'en occuper pour la promotion de ton épisode. Ouais, non, c'est sûr, mais je sais même pas quoi choisir. J'ai tellement, alors là aussi, tu vois, on disait chance, pas chance, mais j'ai la chance, malgré tout, des fois de vivre des moments incroyables. Là, dernièrement, avec ces koalas que j'ai pu voir à 1 mètre, qui étaient vraiment dans un arbre juste à côté de là où je travaillais. Et c'était magnifique. Et puis à côté de ça, j'ai garé mon van à un endroit, puis dans la nuit, j'entends des bruits incroyables. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça me réveille, ça me fait peur. Et en fait, c'est un koala. Le cri du koala, c'est un cri très particulier, très grave, très rauque. Et en fait, mais vraiment, ça fait peur la première fois et je savais pas du tout ce que c'était. Et donc, c'est des petites choses comme ça où tu te rendors et tu te dis, je suis en Australie. Je vais essayer d'insérer au montage le bruit du koala parce que j'ai aucune idée. Ah oui, il faut que tu trouves le son du koala, c'est assez particulier, voilà. Donc ouais, kangourou, koala, la vie animale ici est spectaculaire. Il y a des animaux qu'on ne trouve pas ailleurs, donc c'est incroyable. C'est vraiment, je répète, incroyable parce que pour moi, j'avais beau le voir dans des livres, je savais que j'allais en voir en Australie. Je ne pensais pas en voir autant, en fait, et d'être autant immergée dans cette faune, que ce soit pour les kangourous, les koalas, les échidnés. Voilà, tout est les possums. Enfin, il y en a partout. Il n'y a pas une journée sans que je vois des animaux. Voilà, j'ai l'impression de vivre dans un zoo à ciel ouvert. Ouais, clairement. Mais d'ailleurs, parce que là, donc, on parle de toutes ces belles choses, les kangourous, les koalas, les grands espaces. Moi, le premier truc qui me vient en tête quand on parle de l'Australie, et d'ailleurs, un des mots est ressorti quelques fois. Pour moi, je dis toujours, mais en fait, je suis pas vraiment tout de suite attirée par l'Australie parce qu'en fait, j'ai tellement peur des insectes et ils ont les 9 insectes sur 10 les plus dangereux au monde. Et non, les araignées. Alors, ça quand c'est rigolo. Parce que, tu vois, si on me demande ce que j'aime le plus concernant l'Australie, je vais répondre les animaux. Et si on me demande ce que je déteste le plus concernant l'Australie, je vais aussi répondre les animaux. Alors oui, il y a toute la partie ultra mignonne avec les koalas, les kangourous, ça c'est fabuleux. Et il y a la deuxième partie. Alors, je suis pas spécialement peureuse, ni des serpents, ni des araignées en temps normal.
Je le deviens particulièrement depuis que je suis ici, parce que ici, voilà, ils sont dangereux, potentiellement mortels, donc c'est vrai que c'est un peu difficile. Pour te donner une idée, quand j'ai commencé mon travail donc d'enseignante à l'Alliance française, on a une formation de premier secours à réaliser, obligatoire, jusqu'à là pas de souci. Et il y a toute une section sur que doit-on faire en cas de morsure d'animal, en cas de piqûre. Et moi, j'étais complètement perdue. Et tous les autres autour de moi étaient australiens, donc ils disaient ah oui, alors mon frère a été mordu par ça, moi j'ai eu ça. Tout le monde est expert en la matière. Et moi, j'étais là horrifiée en train de me dire mais moi, une araignée pour moi est une araignée, je ne sais pas laquelle. En fait, elles se ressemblent toutes. Et j'étais perdue. Je me suis dit, mon Dieu, mais moi, je suis capable de me faire piquer et de pas comprendre que je vais mourir dans l'heure, tu vois. Quelle horreur. Donc, ouais, enfin, vraiment, c'était un peu compliqué. Et donc, c'est ça qui me faisait peur. C'était le fait de ne pas être capable de reconnaître quelle araignée, quel serpent, en fait. Et bon, maintenant, je pars du principe qu'ils sont tous dangereux, dans le doute. C'est clair. Mais, honnêtement, certains, j'ai eu beaucoup de chance, une fois encore. Je n'en ai pas beaucoup croisé. Surtout en travaillant dans des champs pendant 4 mois. Mais c'est ce que j'allais dire. T'as travaillé pendant 4 mois dans, ouais. Écoute, alors je pense que je vais faire rire certains qui peut-être me comprennent sur ceux qui sont venus ici ou pas, mais on m'a toujours dit que les serpents en fait étaient souvent plus peureux que nous et qu'ils sont très sensibles aux vibrations. Donc pendant les randonnées, on conseille quand on marche de vraiment bien taper des pieds, tu vois, pour avertir en gros qu'on arrive, ce qui laisse en général aux serpents le temps soit de se cacher, soit de partir, parce qu'ils sont pas vraiment agressifs. Ça c'est la bonne chose à savoir. Et donc en fait, quand j'allais travailler, quand j'approchais des arbres, je tapais des pieds. On aurait dit Godzilla qui arrivait. Poum, poum, poum. Vraiment, mais parce qu'en fait, je me disais, ils doivent tous savoir où je suis. Oui, les gars, j'arrive. En temps réel et partir loin de moi. Donc vraiment, j'accentuais mes gestes, je tapais des pieds, je remuais les branches, enfin, vraiment des trucs mais nuls quoi. Mais en me disant nul, au cas où il y en aurait un. Voilà, au moins il sait. Alors j'en ai pas vu, pour être franche, même si mon patron en a attrapé un dernièrement. Il était trop fier de nous le montrer dans son épuisette et j'étais là genre mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il m'a dit ah ça c'est un tiger snake, c'est mortel. Ok, très bien, mets-le très très loin. Ah non alors non, on ne tue pas. Non on ne tue pas les animaux, on les relâche mais beaucoup plus loin. En espérant qu'ils ne reviennent pas vers là. Donc voilà, pour les serpents, ça a été plutôt cool, j'en ai pas beaucoup eu. Les araignées, alors ça par contre, c'est encore un travail au quotidien. C'est très difficile, elles sont vraiment grosses. Donc assez effrayantes et justement quand je travaillais dans les champs, il y en a beaucoup dans les arbres. Donc ça c'est assez difficile. C'est un peu la surprise parce qu'il y a des toiles d'araignée aussi. Donc des fois tu fais pas attention, tu marches et toile d'araignée dans la tête. Enfin c'est horrible. Sincèrement, mon patron rigolait parce que très souvent on pouvait m'entendre crier toute seule dans les arbres. C'est pas grave. Et un jour, il m'a demandé de nettoyer des cagettes en plastique où on allait justement récolter les fruits. C'était la tâche du jour et j'ai nettoyé. Je sais même plus, peut-être 300 cagettes. Vraiment, il y en avait beaucoup. Et en fait, je faisais très attention parce qu'elles étaient restées pendant 1 an dehors. Donc, je savais très bien qu'il y avait de la vie dans ces cagettes. Et ça n'a pas raté. Dès que je les prenais, je soulevais, puis je mettais des coups de jet d'eau pour faire partir ce qu'il y avait. Alors, souvent, c'est des petites araignées ou quoi. Mais celle qui me faisait très, très peur, c'était la redback. La redback qui se reconnaît parce qu'elle a une grosse boule avec une tache rouge dessus et elle mortelle. Et les huntsmen qui sont vraiment des grosses araignées un peu velues. Voilà, je ne les aime pas trop. Et là, sincèrement, je pense qu'on en a perdu beaucoup des auditeurs et des auditrices. Non, mais dans la journée, je pense que j'en ai vu au moins une centaine. Et il y a des moments, je mettais des coups de pied dans les cagettes tellement je voulais qu'elles s'en aillent. Je mettais des coups de jet d'eau, je criais, je sautillais sur moi-même. Ah ouais, j'ai donné tout le courage qui était en moi. Et j'ai tout fait. Et à la fin de la journée, mes patrons sont venus me voir. C'était assez rigolo. J'étais un peu blanche. Ils m'ont mis les mains sur les épaules et ils m'ont dit, ça y est, c'est fini. J'aurais mis feu aux cagettes, moi, c'est sûr. Ouais, non, ils m'ont offert une bière. On s'est assis à table. On a décompressé. Mais c'est vrai que c'était dingue. Et mes patrons, c'est un couple adorable. La femme, c'est une ancienne instite, très pédagogue, très calme. Et lui, c'est vraiment l'aventurier. Lui, il n'a peur de rien. Il me dit, oh, mais c'est rien, ça, elle est petite. Tu vois, vraiment très habitué à tout ça. Et il me dit, mais
c'était quoi comme araignée? Quelle couleur? Et moi, j'étais là, mais toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, elles étaient toutes. Je n'en veux plus, c'est fini. Ah ouais, non, j'ai fait des cauchemars et tout, hein. J'allais dire, j'aurais pas dormi, moi, c'est sûr. Ah, j'en ai cauchemardé un petit peu. Et maintenant, figure-toi, quand j'en vois une, alors c'est toujours pas l'amour fou, hein. Je suis pas une grande fan des araignées, mais quand je la vois, je me dis, ah, il y en a une là. Voilà, il faudrait l'enlever. C'est dans ces moments-là que je demande aux gens qui sont avec moi ou à mon copain, prends un truc, attrape-la et fous-la dehors. Dehors, ça ne me dérange pas. À partir du moment où c'est dans l'appartement ou dans le van ou quelque part à l'intérieur, c'est hors de question. Voilà. Donc, mais tous les Australiens ont des moustiquaires. Tout est fait pour éviter d'avoir le maximum d'insectes. Donc, ouais, ça c'est cool. Mais écoute, la petite série anecdote est finie, je pense. C'était ça. Je sais, au début, j'étais, j'y vais en Australie, maintenant, c'est bon, j'y vais plus. Non, mais vraiment, en fait, vraiment, il faut pas penser à ça. C'est vrai qu'au début, tout le monde pense aux araignées, aux serpents, aux insectes, aux requins, aux crocodiles, tout ce qui peut être aussi dans l'eau, parce qu'il y a ça. Mais sincèrement, il y a beaucoup plus de beauté que de danger. Enfin, en tout cas, dans ce que je vis au quotidien, je vois beaucoup plus de belles choses et je m'extasie de voir autant d'animaux, autant de nature préservée aussi, parce qu'il y a un grand respect au niveau de l'environnement. Voilà, vraiment tout ça que d'animaux comme des araignées et des serpents. J'adore faire de la randonnée, ça ne m'arrête en rien. Je vais randonner, je vais dans des endroits très isolés et il faut pas penser à tout ça, sinon malheureusement on ferait plus rien. C'est donc voilà. Et dans l'ensemble, il y a énormément d'oiseaux aussi. Alors, on parle pas assez des oiseaux en Australie, mais moi je suis émerveillée des oiseaux en Australie. C'est des perroquets partout. C'est coloré, c'est vraiment incroyable au niveau des animaux ici. Et voilà, c'est à voir. Sincèrement, il faut penser au positif plus qu'au négatif et il faut vraiment pas se mettre de limites quand on vient sur un pays comme celui-là à cause de ce critère-là. Ok, je vais me focaliser sur les koalas et puis moi les surfeurs, j'ai cette image des surfeurs australiens. Bon bah voilà, je vais me focaliser là-dessus. Oui, si tu aimes la coupe mulet, ce sera parfait. Ah, ouais, bon. Je passerai dans un autre moment. Et sinon, Marjorie, donc du coup, t'as quitté ton travail en ferme et ensuite, raconte-nous qu'est-ce qui s'est passé. Alors ensuite, j'ai repris le van et donc 1 mois et demi de road trip. Et il y avait quelque chose que je tenais absolument à faire en Australie tant que j'étais là, c'était d'en savoir plus sur les communautés aborigènes. Parce que j'en entendais parler, on entend beaucoup de choses, on voit beaucoup de choses, mais c'est toujours mieux d'expérimenter, d'être là. Surtout que quand je suis arrivée en Australie, je suis arrivée pendant une période de vote. Il y avait un référendum justement au niveau des droits aborigènes, etc. Donc quand je suis arrivée, je comprenais vraiment pas ce que ça représentait. Et j'avais vraiment envie d'en savoir plus, d'apprendre, de comprendre tout ça. Donc j'ai cherché pour faire un petit séjour dans une communauté aborigène, alors via LPEX. Ceux qui ne connaissent pas LPEX. Alors, comment décrire LPEX? En gros, c'est une sorte de woofing. On va chez des personnes, on donne de notre temps de travail, donc 3-4 heures par jour de travail souvent, et en échange du logement et de la nourriture, ou alors des fois que du logement. Voilà. Donc là, je suis partie dans une communauté aborigène dans le South Australia, mais un peu plus au nord de l'État, dans les Flinders Ranges, qui est un parc national immense. Et j'ai passé 10 jours dans une communauté aborigène, donc une famille avec vraiment une culture incroyable, magnifique, surprenante, fière de leur culture, fière de la partager aussi surtout et de casser des fois un petit peu ce qu'on peut entendre ou des mythes ou des choses. Voilà, ce sont des gens comme tout le monde qui étaient simplement là avant, tout simplement, voilà, et qui ont essayé de garder des valeurs, une culture malgré la modernisation et qui protègent leur terre et qui essaient de vraiment transmettre ça de génération en génération. Et c'était magnifique de pouvoir vivre avec eux, d'apprendre sur leur famille et de faire partie de leur famille. C'est-à-dire que vraiment très rapidement, je me suis sentie à la maison. Voilà, ouais, j'allais dire que tu t'es sentie bien accueillie, ils faisaient pas ça juste pour avoir de la main, c'était vraiment pour transmettre. Non, parce qu'en plus, il y a pas d'argent dans l'histoire, puisque c'est vraiment, moi, sur mon temps, en fait, je donnais du temps. Ouais. On construisait des maisons,
enfin des maisons. En fait, ils ont un terrain où il y a du camping, etc. Donc, tu fais des espèces de petites cabanes. On a aidé à faire l'extension d'une maison, par contre, pour un des cousins. C'était du nettoyage de la cuisine parce que il y a aussi des invités qui viennent sur le camping. Donc, si les personnes veulent prendre un petit déjeuner traditionnel ou quelque chose, bah, c'est d'aider en cuisine. Voilà, c'est vraiment plein de choses d'entretien de la résidence et du terrain, en fait, juste garder le terrain propre. Et c'était super. Et c'est des personnes qui font justement des tours pour les visiteurs qui sont intéressés et qui expliquent, on va dans la nature et on apprend aussi justement sur la culture aborigène, sur les valeurs, les légendes, le rapport à la nature qui est très très fort. Et donc ça, c'était super dans le sens où j'ai pu assister à ces visites. Donc je travaillais, en même temps j'assistais aux visites, je vivais avec eux et ça a été 10 jours sublimes. Autant sur le rapport humain que sur le rapport à la nature, parce que on est loin de tout, il n'y a pas de réseau. Donc ça fait du bien aussi d'être un peu déconnecté des téléphones, déconnecté des ordinateurs, de se retrouver, il n'y a rien. C'est-à-dire que pour aller même faire des courses, il faut prendre la voiture et faire peut-être 2 heures de voiture sur un terrain qui n'est pas du tout droit, donc c'est 40 km/h. Enfin, c'est très isolé et en fait, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de grand-chose. Ça aide à revenir à l'essentiel. Et vraiment, le rapport vraiment à la nature, on a fait une cérémonie qui est la cérémonie de l'ocre. Donc, on va dans une terre spéciale pour eux, où il y a énormément de symbolique. Et on a tout un discours sur le rapport à la nature. Et on se met de l'ocre sur le visage avec différentes couleurs. Chaque couleur représente une valeur ou quelque chose. Et c'était une cérémonie assez très spirituelle, mais assez surprenante dans le sens où je m'attendais pas à ressentir ce que j'ai ressenti sur place. C'est vraiment, il y a je sais pas, quelque chose qui se crée. On se recentre, on pense différemment. Et merci à cette famille qui a partagé sa culture, sa maison, sa nourriture avec nous, parce que c'est quand même d'une générosité magnifique d'accueillir des gens comme ça, étrangers, et de se dire, on va vous apprendre quelque chose, vous allez nous aider, mais on va vous apprendre, on va vous donner, parce que c'est aussi donner de l'amour dans le sens où vraiment c'est un rapport familial. Enfin, le chef de la famille, de la communauté, on l'appelait tous Oncle Terry. C'était notre oncle. Voilà, on est dans un lien très fort, et au moment de partir, ça a été assez difficile. Je voulais rester plus et en même temps j'ai refusé de rester plus parce que je savais que le déchirement serait très fort si la période était plus étendue. Ah, trop bien. Bon, on peut dire que toi, en tout cas, tu vis ton expérience de PVT en Australie vraiment au maximum. T'expérimentes vraiment tout ça, tu vois, entre la ville, justement maintenant en nature ou en ferme. Je trouve ça trop cool. Et donc là, maintenant, t'es retourné en ville, t'es de retour pas de retour parce que tu étais pas, mais du coup, t'es à Sydney. Ouais, là en ce moment je suis à Sydney. Alors, c'est une ville magnifique, immense. Je m'attendais pas du tout à ça. Alors je suis très contente parce que je vais rester ici pendant mon contrat à l'Alliance française pendant quelques mois. Mais à terme, ce n'est pas le genre de ville où j'aimerais vivre. C'est beaucoup trop grand. Je sais que j'aime aussi la ville, mais j'aime aussi la nature, le calme. Et là c'est beaucoup d'informations tout le temps. Ouais. Mais en tout cas c'est magnifique, vraiment la ville est sublime, et je m'attendais pas à avoir autant de nature finalement dans la ville. Alors c'est vrai qu'il y a la côte, donc il y a énormément d'eau, mais beaucoup de jardins, beaucoup de parcs, et il y a 3 parcs nationaux à même pas 1 heure de Sydney. Alors il faut savoir que comparé aux États-Unis où il y a des parcs nationaux, ici tout est parc national. Il n'y a pas de state park, tous les parcs sont des parcs nationaux. Donc il n'y a pas de confusion. Non, il n'y a pas de confusion. Donc des fois on va dans un parc et on se dit c'est cool, c'est joli, mais c'est pas plus exceptionnel que ça. Mais en fait parce que eux, il n'y a pas de critères. Voilà, c'est à partir du moment où il est sur le pays, c'est un parc national. Donc mais ça permet quand même d'avoir énormément de nature à proximité et de pouvoir les week-ends s'oxygéner, aller marcher. Ça fait du bien. Et là, par rapport à la distance avec ton entourage, est-ce que tu trouves que c'est un peu plus compliqué à gérer avec la communication avec ta famille, ou c'est assez gérable pour toi? Alors, c'est un décalage horaire différent de celui des États-Unis, ça c'est sûr. Surtout qu'avant j'étais en moins, maintenant je suis en plus.
Voilà, Plus, après plus, plus. ouais, en plus, c'est de l'adaptation. Sincèrement, c'est de l'adaptation. Je vais pas mentir, c'est moi qui m'occupe de ça depuis que je suis partie, que ce soit aux États-Unis ou ici. J'appelle mes proches en fonction des horaires que je sais possibles pour eux et pour moi, parce que beaucoup n'aiment pas calculer et ne savent pas, donc voilà. Aujourd'hui, on a quand même la chance de pouvoir s'envoyer des messages, donc les messages, ça c'est assez simple à gérer, mais c'est vrai que c'est pas évident quand on est à distance. On rate beaucoup de choses, malheureusement. Donc, il faut arriver à être présent tout en étant absent. Et ça, c'est un travail du quotidien, que ce soit avec la famille ou les amis. J'ai un frère qui a 2 enfants, j'ai 2 adorables neveux. Je ne suis pas là pour les anniversaires. Là, le grand vient de passer le brevet. Voilà, c'est difficile parce que je sais que je rate beaucoup de moments. Mais à côté de ça, dès que je rentre, j'essaie de passer du temps avec eux. Je n'ai jamais raté un Noël, un anniversaire. J'essaie toujours, voilà, d'envoyer des messages, des photos, de garder le contact. Merci les technologies quand même, parce que C'est clair. si on n'avait pas ça, ce serait terrible. Donc voilà, on essaye de faire des petites visios, et pareil pour les parents. Donc c'est la grande chance. Et puis même pour les amis. Heureusement, voilà, qu'on a tous ces moyens-là aujourd'hui, parce que c'est difficile en étant aussi loin. Je peux pas me permettre de rentrer rapidement. Là, vraiment, l'Australie encore moins qu'avant. Donc, c'est un choix difficile de partir. Je le regrette absolument pas parce que je vis des choses que je n'aurais certainement jamais vécues en France. Et à côté de ça, c'est vrai que voilà, pour les liens familiaux, c'est plus difficile. C'est une relation différente qui se crée, et je pense que sincèrement mes proches ne m'ont jamais autant manqué que depuis ces dernières années, parce que voilà, on réalise pas la valeur des gens quand on les a à côté de soi, peut-être tous les jours. Pour nous, c'est de l'acquis, c'est une vie normale. Voilà, ils sont là, et au final, quand on est loin, on se rend compte à quel point ces moments sont précieux. Ouais, C'est parce vrai que qu'on peut pas partir, aller c'est prendre bien. l'apéro comme ça, quoi. C'est ça. Partir, c'est bien, mais on est toujours content, voilà, de revenir. Et puis moi, dès que je peux, voilà, j'envoie des messages, des photos, on appelle. Enfin, voilà. C'est essayer de garder le plus possible le contact. Trop bien. Bah, il faut. Bah, écoute, Marjorie, avant que, tu vois, on avait dit on dépassera pas 1 heure, mais on a dépassé 1 heure. Oui, c'est pas grave. Avant que je te pose la petite question finale que tu connais bien évidemment, est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais ajouter? Écoute, non. Je pense qu'on on a fait le tour sur cette expérience. Sur tes expériences, mais est-ce que s'il y a une fille là qui nous écoute, une femme en France et qui hésite à partir, que ce soit aux États-Unis ou en Australie ou ailleurs, est-ce que tu aimerais lui dire un petit quelque chose à l'oreille? Oui, il faut se lancer. Le plus dur, c'est de se lancer. Pendant des années, j'ai cru que ce genre de vie, c'était pour les autres. Je me disais, non, mais moi, je peux pas le faire. J'ai trop de responsabilités en France, la famille, puis voilà, tout recommencer à nouveau, c'est pas simple. Et en fait, non, faut arrêter de se mettre des limites. Rien n'est impossible. Il faut juste se donner les moyens, y croire et sortir de sa zone de confort. On parle souvent de sortir de sa zone de confort. C'est vraiment important. On apprend tellement de choses et ça n'empêche pas qu'on parte. En fait, on peut toujours revenir. On n'est jamais dans l'obligation de rester quelque part, mais en tout cas de tenter, toujours de tenter l'aventure, de pas avoir ce regret de se dire si j'étais allé là, que serait devenue ma vie. Ou voilà. Je pense que c'est important de pas vivre avec des regrets et des doutes, et il faut tenter. Puis toi, maintenant, tu le sais, après 35 ans, ça devient plus compliqué, les visas. Alors les visas deviennent plus compliqués, c'est vrai. Donc non, vraiment, je pense qu'il faut pas perdre de temps, et il faut se lancer. Et dans tous les cas, que ce soit une aventure positive ou négative, il y a plein de choses bonnes qui ressortiront de tout ça, et ça va permettre aux gens aussi de se construire derrière. Donc Très bien dit. Et donc toi, en ce qui te concerne, avec du recul, tu dirais que quelle est la plus grande leçon que tu as apprise sur toi-même? Alors là, on parle vraiment que de toi. alors la leçon sur moi-même, je pense que c'est l'adaptation. Je savais, j'ai toujours été un peu couteau suisse en France. Je m'adaptais très rapidement à des nouveaux jobs, à des nouvelles situations. J'ai jamais été très timide, donc c'était facile d'aller vers les autres. Mais c'est vrai qu'en arrivant dans un pays étranger, ça a été complètement différent. Tous mes repères étaient chamboulés, il n'y en avait plus aucun.
Et je me suis rendu compte que j'avais une résilience à certaines épreuves, à certaines choses que j'ignorais peut-être, ou en tout cas que je sous-estimais. Et d'être partie, ça m'a vraiment fait prendre conscience du pouvoir que j'ai, en fait, de mon indépendance, de la force de mon indépendance et de la force de caractère aussi que je peux avoir, parce que voilà, faire des premiers entretiens en anglais, c'était pas simple. Aujourd'hui, je suis en Australie, je conduis à gauche. Voilà. Donc j'ai dû passer mon permis aux États-Unis. Ici, j'ai fait mon permis australien. Donc voilà, c'est plein de choses comme ça qui font que on se dit oh là là, mon Dieu, mais c'est comment on va faire? Et en fait, non, ça se passe. Il faut juste croire en soi. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais capable de m'adapter à chaque situation. Et aussi une autre chose, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais normale. C'est normal. Non, mais je m'explique. En France, je te disais, ouais, très souvent, j'avais cette réputation de lion en cage, que je m'ennuyais dans les boulots, je changeais tous les 1 an et demi de travail parce que je trouvais pas d'épanouissement et souvent on me posait des questions, on me disait ah, mais tu changes encore, etc. Et quand je suis arrivée aux États-Unis et même ici en Australie, les gens étaient super contents par mon CV, mes expériences, m'ont dit oh, vous avez fait tout ça et tout ça, et en fait ils étaient beaucoup plus positifs sur ce point-là. Et quand on me demandait pourquoi ça, j'ai jamais eu les mêmes retours qu'en France, et je pense que je me suis juste rendu compte avec le temps que en fait j'étais juste faite pour un modèle différent. Le modèle français ne me correspondait pas. Et en fait mon caractère et qui je suis une personne normale, mais je pense simplement que je n'étais pas au bon endroit pour exprimer mon potentiel et ce que j'avais envie de faire. Très bien dit. Mais je suis contente que tu aies réussi à trouver des pays qui ont un modèle, qui acceptent ta personnalité, parce que c'est vrai que c'est ça, souvent dans certains pays, c'est qu'on croit qu'il y a un style de personnalité, un style de vie, et dès qu'on sort un peu des clous, oui, c'est vrai que en fait, j'ai appris à ne plus avoir de routine. C'est-à-dire que maintenant, je change de travail quand j'ai envie de changer de travail, je voyage, j'enseigne, je fais vraiment. Ouais, exactement. Je fais les choses à ma sauce et je privilégie beaucoup plus l'expérience aujourd'hui qu'au confort et à l'argent. Je me dis que ce que je vis a beaucoup plus de valeur que une routine quotidienne de savoir où je suis dans 3 mois. Ça ne m'intéresse même plus de savoir où je suis dans 3 mois. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai appris, en tout cas sur moi-même, c'est que j'étais capable de vivre comme ça et que c'est un mode de vie comme un autre et qu'il fonctionne très bien. Tu nous as donné tellement plein de belles punchlines qu'à mon avis, Célia, là, qui nous écoute, elle va galérer à choisir quel extrait elle va mettre en avant sur les réseaux sociaux. Bon courage à elle. Merci Célia. C'est ça. Puis on va citer Lucie aussi qui nous aide avec les descriptions et les titres pour vous donner envie d'écouter l'épisode. Donc voilà, encore une fois, j'en profite pour vous dire merci à toutes les trois. Ça me fait extrêmement plaisir. C'est ça qui me motive aujourd'hui à être connectée avec toi. Donc voilà, un grand merci. Avec et puis un grand merci de m'avoir donné de ton temps aujourd'hui pour faire cet enregistrement. Je suis ravie, surtout que ça faisait des années maintenant que je suivais le podcast et d'être l'invitée, c'est assez rigolo, donc c'est une nouvelle expérience. Et ben voilà, là toi tu connais vraiment toutes les coulisses du podcast, alors là il y a plus de secret pour toi. Et super, écoute, je te dis à très vite, de toute façon on reste en contact, et encore une fois, je vous le rappelle à toutes celles et ceux qui nous écoutent, donnez un peu d'amour sur les réseaux, sur les plateformes de podcast, ça fait toujours plaisir et ça nous motive, nous, à donner de notre temps volontairement. Voilà, Marjorie, bonne continuation, bonne reprise de travail à l'Alliance française de Sydney. D'ailleurs, s'il y en a qui nous écoutent, merci à vous, et puis à bientôt. À bientôt.